Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 10 juin 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission, l'offensive du gouvernement contre la communauté tchétchène depuis plusieurs mois. Depuis l'assassinat de Samuel Paty par un jeune tchétchène réfugié en France, les expulsions vers la Russie se multiplient au mépris du respect des droits humains. Reportage auprès d'une famille de notre journaliste Clara Marchot. Et sur notre plateau, François Bonnet de la rédaction et l'avocate Lucie Simon. Ensuite, on parlera liberté publique avec un autre avocat, François Saint-Pierre. Il publie Un pays qui voudrait rester libre, où il analyse 5 ans de rétrécissement de nos libertés. Les Tchétchènes sont-ils dans le viseur du ministère de l'Intérieur ? C'est en tout cas ce qu'affirment les ONG de défense des droits humains et c'est difficile de les contredire. Depuis quelque temps, les retraits de statuts et même les expulsions vers la Russie se multiplient au nom de la lutte antiterroriste et parfois pour des faits de droit commun. Tout cela parce que, souvenez-vous, il y a un an, à Dijon, cette expédition punitive d'une centaine de membres de la communauté tchétchène venus venger un des leurs, affrontement pendant 3 jours qui avait donné lieu à toutes sortes de prises de position publiques. Dans un certain nombre de quartiers de France, la communauté tchétchène, face à d'autres communautés, lutte pour avoir le monopole du marché de la drogue. Avoir l'asile sur le territoire national ne crée pas des droits de mettre le bordel, de faire des règlements de compte ou d'attenter à la vie des uns et des autres. Ça me permet également de dire qu'aucune communauté sur le sol de la République ne fait sa loi. Puis quelques mois plus tard, l'assassinat de Samuel Paty par un jeune tchétchène, Abdullah Anzorov, a refait de cette communauté une cible politique. Même à gauche, Jean-Luc Mélenchon ne nous a pas épargné des propos essentialistes. Pour la deuxième fois, on s'aperçoit que des éléments de la communauté tchétchène peuvent s'organiser pour le crime sans être ni détectés ni réprimés. Il faut interroger sur ce qui se passe avec les Tchétchènes en France, parce qu'on a accueilli des Tchétchènes qui étaient des partisans d'une guerre civile sur fond de religion. Donc une nouvelle étape a été franchie avec l'expulsion pure et simple d'étrangers simplement soupçonnés de radicalisation. Ça touche donc particulièrement les Tchétchènes. Pour parler de tout ça, j'accueille Lucie Simon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes avocate et vous défendez des dossiers de réfugiés politiques de Tchétchènes qui perdent leur statut ou qui sont expulsés. Tout à fait. Et François Bonnet de la rédaction. Salut. Bonsoir, François, spécialiste de la Russie. On commence avec un reportage de notre journaliste Clara Marchot qui était en France pour enquêter sur les Tchétchènes et qui est repartie en Ukraine. Ces expulsions, donc, sur un simple soupçon de radicalisation, je viens de le dire, ça touche particulièrement les Tchétchènes. Pour rappel, on compte en France environ 60 000 Tchétchènes qui ont fui la guerre et le régime autoritaire de Ramzan Kadyrov dans les années 2000-2010. Or, selon les avocats et défenseurs des droits humains, les renvoyer vers la Russie est contraire, ça paraît évident, au droit international puisque c'est spécifiquement ce régime qu'ils ont fui. D'ailleurs, sur la dizaine d'entre eux renvoyés depuis novembre 2020 et recensés par le comité Tchétchénie, au moins 2 ont été torturés, 2 ont disparu avant de réapparaître. Beaucoup sont emprisonnés en Russie, voire en Tchétchénie. Plusieurs dizaines d'autres pourraient connaître le même sort. On a pu retracer le parcours de l'un d'entre eux, Mansour Ismailov. Il a 39 ans, il vivait au Mans, il est arrivé en France il y a 13 ans comme réfugié politique. Lui et sa femme, comme beaucoup de Tchétchènes, ont donc fui le régime de Ramzan Kadyrov et il a été expulsé vers la Russie le 12 mai dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, il apparaît susceptible de contribuer à radicaliser des jeunes musulmans issus de sa communauté et de les inciter à commettre des actions violentes sur le sol français, voire de perpétrer lui-même un attentat terroriste. C'est ce que dit l'arrêté d'expulsion. Alors ce champion ce champion de France de boxe laisse derrière lui ses 4 enfants et son épouse Diana Ismailova. Nous sommes allés la rencontrer au Mans avec Yumni Kezouf. Elle nous a montré les endroits de leur quotidien. On jouait le foot, même basket, avec famille, s'amuser. Après l'entraînement, avant de rentrer, même moi aussi, je sors avec eux, regarder comment ça se passait. Toute une vie en France qu'il a fallu construire après avoir tout quitté en Tchétchénie. Venir en France, c'est un petit peu difficile. C'est normal, je trouve, parce que nous quitter notre langue, nous quitter notre famille, notre pays, notre vie normale. Et c'est un petit peu de triste aussi pour nous. Mais quand même, nous ne lâchons pas la main et nous commençons, même mon mari, nous commençons des cours de français à Gafi. Nous voulons donner
vie normale pour nos enfants. Nous commençons à construire notre vie en Europe, en France, et par chaque étape, petit à petit, jusqu'à 2010. Alors jusqu'en 2010, car en 2010, Mansour est accusé d'entretenir des liens avec la rébellion tchétchène. Mansour est accusé d'avoir acheté un billet vers la Biélorussie pour un membre de la résistance islamiste, un individu qui était soupçonné de vouloir préparer des attentats à Moscou et qui a été condamné par la justice russe. Mansour a reconnu avoir avancé l'argent pour le billet, mais affirme ne pas avoir eu connaissance des projets terroristes de son compatriote. Cela lui a quand même valu d'être poursuivi, puis condamné à son tour en France en 2016 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Tout ça sur la base de soupçons venus de la justice russe. En 2018, il perd son statut de réfugié pour ces faits. L'arrêté d'expulsion tombe finalement en décembre, 3 mois après l'assassinat de Samuel Paty, événement d'ailleurs mentionné dans le document. L'arrêté ministériel d'expulsion précise que dans le contexte de menaces terroristes particulièrement élevées, comme en témoignent les attentats devant les anciens locaux de Charlie Hebdo le 25 septembre, à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre et à Nice le 29 octobre, M. Mansour Ismailov apparaît susceptible de contribuer à radicaliser de jeunes musulmans issus de sa communauté. Voilà ce qui motive donc l'urgence de l'expulsion alors que les faits sont anciens et je le rappelle que Mansour Ismailov a bien purgé sa peine. Il ne s'est d'ailleurs pas fait connaître défavorablement depuis. Son avocat a fait des recours et en attendant, Mansour a continué de pointer au commissariat du Mans jusqu'au 11 mai, jour de son arrestation et de son expulsion vers la Russie. Sur place, Mansour est pris en charge par des associations et de la famille. Est-ce que vous avez peur que votre mari en Russie soit arrêté ? Bien sûr, oui. Je suis trop inquiétée par rapport à ça. J'espère que ça n'arrive pas comme ça, mais je suis bien sûr très peur. Encore plus dur comme lui malade. Car l'autre problème dans ce renvoi, c'est que Mansour est suivi de près pour plusieurs problèmes de santé, dont une greffe du foie. Aussi pour le rein, ça c'est pour le diabète, pareil. Et il en a pris aucun avec lui ? Non. J'ai dit à la policière, s'il va attendre un petit peu, j'ai ramené son médicament tout de suite. S'il va un petit peu d'attendre, mais non, il ne pas attendre. Ils disent non. Nous devons quitter le commissariat et nous devons aller à la route pour aller. Et moi, je voulais donner le médicament pour en première semaine, aux premiers 10 jours par exemple. Mais non. Lui passer 10-11 jours, aucun médicament. Son médecin en France a même fourni un certificat qui stipule bien que le retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence une rupture de traitement et un rejet aigu de greffe avec risque de décès. Ça fait donc un mois que Mansour est sans médicaments ni suivi médical. Comme chaque jour, ou presque, Diana appelle Mansour pour prendre de ses nouvelles. Nous avons pu nous entretenir avec lui et à cause de l'absence de soins, sa santé se détériore. La tension qui remonte, sauf j'ai commencé les mains qui tremblaient, après le pouls du cœur, des fois ça commence à remonter jusqu'à 120 comme ça change tous les jours. Un mois après son expulsion, il n'en revient toujours pas d'être en Russie. Est-ce que vous vous attendiez à être renvoyé en Russie comme ça après 13 ans en France ? Non, jamais. Je n'ai pas attendu ça. Parce que si j'attendais tout ça, peut-être j'y vais partir comme ça tout seul, vous voyez, ou quelque part en Europe. Mais j'attendais jusqu'à bout en justice. J'attendais en justice et jusqu'à bout. Mais malheureusement, j'ai pas eu ça. Franchement, c'était pour moi un choc. Pendant presque 14 ans, j'habite en France. Et là, une journée, j'ai devenu quelqu'un qui est dangereux. Aujourd'hui, il craint que les autorités russes ne s'en prennent à lui. С таким делом меня сюда депортировали. И с таким делом здесь мне некомфортно, понимаете? Мой телефон, каждый раз я звоню своим родственникам, я слышу, я знаю, они слушают, они тоже меня слушают сейчас, например. Это я знаю 100%. Они мне даже сказали в аэропорту, те, которые они придумали, чтобы представить человека таким опасным, конечно, они будут меня
меня преследовать, конечно, они будут все мои контакты послушать. Это их не работа. Вот. Да, je n'ai pas de sécurité ici. Alors, depuis Moscou, Mansour a voulu faire passer un message au ministre de l'Intérieur qu'il a mis hors d'état de nuire, comme Gérald Darmanin le répète dans les médias. Mais aujourd'hui, je voulais dire à un ministre, la décision qu'il a fait pour moi, pour séparer la famille, ils sont envoyés père de 4 enfants pour laisser mourir. Comment est la santé maintenant? C'est ça que je voulais savoir. Comment les ministres, как министр чувствует, что он, зная, отправлял меня на явную смерть. Мы выросли в войне, мы знаем жизнь, мы знаем цену жизни, и мы знаем, для чего надо жить. Но быть во Франции, поехать во Франции, чтобы было хотя бы дети хотя бы выросли как нормальные люди. И для этого, например, мы приехали в Францию, и как бы люди, не для того, чтобы люди боялись для нас, но за одного человека или за 100 человек, как можно страдать целый народ, который живет во Франции? Это невозможно. Alors, sans existence légale en Russie, Mansour n'a toujours pas accès à un suivi médical, mais selon la Cour européenne des droits de l'homme, a rejeté ses demandes de rapatriement, d'accès à son traitement en Russie ou l'envoi par voie diplomatique de ses médicaments, car selon elle, son dossier manquait de preuves. Clara a eu des nouvelles de son avocat juste avant l'émission. Son avocat a donc fait appel de l'expulsion, mais aucune date d'audience n'est prévue pour le moment. Au moins une vingtaine d'autres Tchétchènes seraient en cours d'expulsion. Lucie Simon, sans vous prononcer sur ce cas précis, que je précise, vous ne défendez pas, est-ce que ce genre de situation est fréquent? Malheureusement, de plus en plus. Alors, ce genre de situation, là, ce qu'on a, c'est quelqu'un qui a été condamné, si je vous ai bien entendu, pour association de malfaiteurs terroristes. Il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années. C'est une infraction qui est très particulière, où il n'y a pas vraiment de passage à l'acte, où ce qu'on reproche aux personnes, c'est d'avoir participé à une entreprise terroriste. C'est une infraction qui est extrêmement large, confuse, que nous, on qualifie souvent de fourre-tout. Moi, dans les dossiers que j'ai, on a des personnes qui n'ont même pas eu d'enquête pénale, qui n'ont jamais été inquiétées par la justice pénale, qui n'ont jamais été entendues à Levallois-Perret par la DGSI, par exemple, et qui, sur simple soupçon des services de renseignement qu'on nomme les notes blanches, qui sont consignées dans des notes blanches, donc qui, par définition, n'ont pas d'auteur, ni de signature, ni de date, vont être renvoyées dans un temps extrêmement restreint. Pour répondre à votre question, il y a donc une accélération depuis les événements de Dijon et encore plus depuis Samuel Paty. L'idée qu'on peut percevoir, c'est celle d'un opportunisme politique, électoral, de dire, voyez, on fait quelque chose. Moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'encore une fois, sur la base des personnes d'origine tchétchène que je suis, on a des notes blanches avec des soi-disant faits qui leur sont reprochés et qui sont anciens, comme le cas de Mansour. 2016, 2018, ce qu'on leur reproche le plus souvent, c'est des relations qui, au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, devraient être habituelles et actuelles. 2016-2018, c'est pas actuel. Des relations avec des personnes qui seraient en lien avec ce qu'on appelle, mais encore une fois, on ne sait pas comment le définir, la mouvance islamique tchétchène. Et donc, sur la base de connaissances, on va les renvoyer en expulsion urgence absolue, ce qui est une particularité du CESEDA, du code qui régit le droit des étrangers. Et en très peu de temps, ces personnes peuvent se retrouver sur le territoire russe. Et est-ce qu'elles ont un moyen de se défendre? Est-ce qu'il y a une possibilité de contradictoire, comme le permet la justice pénale, quand il y a justice pénale? Mais là, on est bien en amont de la justice pénale, comme vous venez de l'expliquer. Bien sûr. Alors, tout dépend du fondement de l'éloignement. On a des éloignements, obligations de quitter le territoire, on a des expulsions, simples ou en urgence absolue. Moi, les derniers dossiers que j'ai eu à connaître, c'est en urgence absolue. Et là, il n'y a pas de recours suspensif. Donc on ne peut pas se défendre? Alors, ce qu'on va avoir, c'est des référés devant le tribunal administratif, mais la personne peut être expulsée avant même que le référé ait été jugé. Ce qu'on va avoir aussi, c'est l'article 39, mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais là encore, ce n'est pas suspensif. Et surtout, dans un temps extrêmement restreint pour des personnes qui sont là depuis 10, 15 ans.
avec des fichiers qui datent de 2016-2018, eh bien en quelques jours, en une poignée de jours, il va falloir qu'on se défende sur des allégations qui en plus, pour lesquelles il est très difficile d'apporter la preuve contraire. Par exemple, vous connaissez machin. Non, je ne le connais pas. Prouvez-le. Comment ? Vous voyez ? Et il y a un renversement de la charge de la preuve. Un renversement total de la charge de la preuve. Et on a en face le ministère de l'Intérieur, des notes blanches qui ne sont pas étayées, qu'on va devoir sérieusement contredire, dans un temps extrêmement restreint, avec des recours qui ne sont pas suspensifs, et avec parfois des preuves qui sont pas rapportables. Donc on peut en conclure qu'on ne peut pas se défendre. Le cas de Mansour Ismailov est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est sur une enquête russe que se base la France pour le faire condamner. Est-ce que les standards de la justice russe sont les mêmes que ceux de la justice française ? Est-ce qu'on peut considérer... Non, mais est-ce qu'on peut considérer que sur la base d'une enquête russe, on peut dire regardez, en Russie, c'est un immense terroriste, on va le faire condamner en France ? Non, bien sûr que non. C'est pourtant ce qui se passe. On sait comment fonctionne la justice russe et les services de police et de renseignement russes. La plupart du temps, c'est des dossiers qui sont absolument montés. Et en particulier en ce qui concerne la Tchétchénie. Toutes les suites judiciaires, je parle en Russie, de la guerre, qui n'est pas une guerre civile, contrairement à ce que dit Mélenchon, c'est une guerre coloniale, c'est très différent. J'y reviendrai juste une minute. Toutes les suites judiciaires qui ont été fabriquées, construites en Russie, le sont chaque fois sur des dossiers totalement invraisemblables. Là, on n'est pas dans un... Donc ce qu'il y a de grave par rapport à ce que vous soulignez, c'est que quand Darmanin, par exemple, va en novembre, début novembre, à Moscou, rencontrer son homologue ministre de l'Intérieur, et qu'il parle explicitement de renforcer la coopération et la coopération antiterroriste, ça veut dire que déjà depuis des mois et depuis des années, la France reçoit des informations des services et de la justice russe. Est-ce que la France en donne ? Alors, est-ce que la France en donne ? Certainement, il y a des échanges. Mais la vraie question, c'est comment ces dossiers fabriqués en Russie, comment sont-ils blanchis par le biais justement des notes blanches ? Tout à fait. Et donc, ces gens se retrouvent d'un seul coup. Je vous donne un exemple. Un autre Tchétchène qui a été expulsé le 9 avril, Gadaïev. Justement, on va voir son image. Figure connue de la diaspora tchétchène, expulsé le 9 avril en Russie, aujourd'hui emprisonné en Tchétchénie où il a été tourné de force. Condamné à 1 an et demi de prison hier en Tchétchénie. Alors Gadaïev, il arrive en France en 2012. C'est un combattant de la deuxième guerre de Tchétchénie contre l'armée fédérale russe. Il arrive en 2012. En 2013, PAN, fichier S, radicalisation, soupçon de terrorisme, etc. Bon, sur un dossier russe. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que de longue date, la France a totalement accepté le discours russe qui a fait de l'insurrection tchétchène, qui à l'origine était une guerre d'indépendance, elle en a fait une guerre contre le terrorisme. Quand il y a les attentats du 11 septembre, Poutine téléphone à Bush et lui dit « Voilà, vous aussi, vous avez votre terrorisme. Nous, on l'a depuis 1999, on vous avait averti, vous l'avez. » Et à l'origine, en 1999, la deuxième guerre de Tchétchénie, c'est une guerre d'indépendance, comme l'a été la première guerre de 94-96. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements islamistes radicaux dans cette guerre. Il y en a eu, puisqu'au départ, ils ont même été financés par le Kremlin, ces mouvements, et par le fameux oligarque Berezovski, qui finance ce qui va être la première action de guerre par des islamistes radicaux, qui rentrent en Tchétchénie, qui exécutent en particulier des coopérants étrangers. Pourquoi ils ont financé ça ? Pour qu'ils déstabilisent ce qui était le chef, pour le coup quasi laïque, qui était Aslan Masradov, dont l'élection avait été reconnue par l'OSCE. Bon, donc, ce terrorisme islamique, qui a été fabriqué par le Kremlin, c'est aujourd'hui une version qui est totalement intégrée par la France, et qui est évidemment brandi par Darmanin, pour quand même, je parle sous votre contrôle, mais ce qui est en jeu, c'est quoi ? C'est la violation d'un principe fondamental. C'est la Convention sur les réfugiés de 1951. C'est un principe intangible, absolu. On ne renvoie pas
des gens dans des pays où leurs droits fondamentaux, leur intégrité physique, voire leur vie sont menacés. Enfin, je vous laisse Simon. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce que vous expliquez très bien, on protège ces personnes en leur octroyant le statut de réfugié, en leur reconnaissant aussi la qualité, il faudra revenir juridiquement sur cette différence, contre les autorités, enfin on les protège des autorités russes. Et c'est sur la base d'informations données par les autorités russes qu'on va construire... Alors, c'est difficile à prouver parce que tout ça est évidemment extrêmement opaque. C'est la coopération antiterroriste. Mais on a de nombreuses raisons de penser que c'est sur la base de ces mêmes informations et de ces mêmes autorités qu'on va ensuite les renvoyer. Et vous pointez à juste titre le principe intangible de non-refoulement qui est protégé par le droit international, par la Convention de Genève. Alors, c'est un principe de Jusqu'aux Uns, des droits fondamentaux, le pacte civil, la Convention etc. européenne sur le respect des libertés fondamentales, enfin... Alors, on a le petit 2 de l'article 33 de la Convention de Genève qui vient donner une exception à ce principe. Alors bien sûr, c'est une exception, donc ça doit être exceptionnel, ça doit être dans des cas d'une extrême gravité, et ça doit être, au sens de du droit de l'Union, proportionné. Et aujourd'hui, on voit qu'avec des fichiers, finalement, ou même d'autres types de fichiers et des notes blanches, on va toucher des gens et on va... L'exception devient la règle. Tout à fait. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler, François, qui est Ramzan Kadyrov ? Kadyrov, c'est aujourd'hui un islamiste qui a dénoncé les caricatures publiées par Charlie Hebdo. C'est un tueur. C'est un tortionnaire, il a participé personnellement à des séances de torture, il vante la polygamie, il a d'ailleurs 2 épouses, il défend les crimes de sang et les mariages forcés, il a donné le feu vert à son chef de la police, 57 ans, pour épouser une jeune Tchétchène de 17 ans. Il y a une vidéo absolument abominable de cette scène de mariage où on voit la pauvre jeune femme, les yeux baissés, et Kadyrov triompher dans ce mariage forcé. Et puis, il dénonce régulièrement Macron et la France. Alors, les valeurs permissives, Charlie Hebdo, etc. Donc, on est dans le... C'est un mauvais gag, enfin, très très mauvais gag. C'est-à-dire que c'est un gag absolu. Si vous voulez, renvoie dans un pays où, dont le chef... Enfin, Russie, puis derrière Tchétchénie, puisque c'est là qu'ils finissent pour certains. Le régime Kadyrov, aujourd'hui, c'est un petit État islamique qui fait partie intégrante de la Fédération de Russie, mais c'est à ce régime qu'on est en train de livrer des gens qui sont directement menacés ou de torture ou de mort, ou d'emprisonnement dans des conditions extravagantes. Chacun, comment vous qualifiez en un mot la politique de Gérald Darmanin sur les Tchétchènes ? De plus en plus arbitraire, et je pense que c'est pas enfin j'en suis convaincue, c'est pas en ayant une politique arbitraire qu'on protège la sécurité, bien au contraire. Et dans le cas qui nous était montré tout à l'heure, il y a une vraie question, c'est celle des secondes générations aussi. On peut parler évidemment de cet homme et du caractère fondé ou non de son expulsion, mais quid des secondes générations qui sont là, quelle va être leur construction avec les institutions françaises, etc. à partir du moment où sur de simples soupçons, on peut expulser leurs parents. Et d'un point de vue sécuritaire, moi, ça me semble tout à fait aberrant si jamais il fallait parler de cette question-là qui est instrumentalisée par Darmanin à l'envi. Bien sûr. François, un dernier mot ? C'est une politique honteuse, démagogique et, comme vous le dites, dangereuse. Elle a été dénoncée dans un texte commun publié fin mai par Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme et le comité de Tchétchénie. Ils dénoncent des mesures organisations russes également. Elle dénonce des mesures d'expulsion sur la seule base des renseignements collectés et consignés dans les notes blanches, on l'a dit. Par ailleurs, cette politique ne cible pas seulement les réfugiés supposément radicalisés ou en lien avec la mouvance terroriste, mais également des personnes condamnées pour des affaires de droit commun ou simplement déboutées du droit d'asile. Donc effectivement, ça ratisse très très large. Merci à tous les deux, Lucie Simon, avocate spécialisée dans le droit d'asile, François Bonnet de la rédaction. On peut lire ton papier ainsi que les reportages de Clara Marchot, notre journaliste qui a rencontré donc Mansour Ismailov et sa famille. Tout ça, c'est à lire ce soir dans notre édition spéciale sur Mediapart. Tout de suite, j'accueille un de vos confrères, Lucie Simon. Il s'appelle François Saint-Pierre. Il est avocat et il est là pour parler d'un sujet dans le prolongement de celui-ci, nos libertés publiques. Bonsoir François Saint-Pierre, bienvenue.
Installez-vous. Bonsoir, merci beaucoup de votre On est invitation. ravis de vous recevoir. On vous reçoit notamment pour ce livre, Un pays qui voudrait rester libre, sous-titré Chronique d'une accoutumance sécuritaire chez Odile Jacob. C'est l'autopsie des 5 dernières années, depuis les attentats de 2015 jusqu'à la pandémie de Covid qui a marqué l'année 2020 en passant par la révolte des Gilets jaunes. C'est aussi un plaidoyer pour l'état de droit et nos libertés publiques mises à mal par ces événements que je viens de citer. Je précise que vous êtes avocat pénaliste, vous avez défendu les époux Villemain dans l'affaire du petit Grégory, vous avez défendu Maurice Agnolet dans l'affaire Leroux, mais aussi Air France dans le crash du Rio-Paris, aussi les policiers molestés par Jean-Luc Mélenchon ou encore le journal Le Monde dans l'affaire des fadettes des journalistes. Donc un pénaliste complet, si je puis dire. Dans ce livre dont vous balayez les 5 années qui viennent de s'écouler, un mot pour les qualifier, ces 5 années? Tumultueuses, dangereuses. Elles ont vraiment bouleversé notre conception des libertés et surtout poussé le pouvoir politique à adopter des politiques sécuritaires plus dures encore que par le passé. Et c'est dire donc que notre état de droit, notre système de liberté a été mis à très rude épreuve. Alors ça, c'est un diagnostic assez dur, assez pessimiste. Pourtant, en 2020, vous disiez dans une interview que vous vouliez rompre avec le ronronnement du discours ambiant que vous jugiez décliniste. D'ailleurs, vous vouliez appeler initialement votre livre « L'âge d'or des libertés ». Et puis finalement, non, parce qu'en fait, nos libertés, elles ont pris un sacré coup sur la tête en 5 ans. Vous dites que nous sommes attachés à nos libertés. En France, pourtant, on a l'impression qu'on s'est habitué sans vraiment de difficultés à leurs restrictions. Et la pandémie de Covid en est un exemple flagrant. Oui, moi je pense qu'il y a un risque de conditionnement collectif des uns et des autres à ne plus disposer de nos libertés. Et ça, c'est très grave. On peut parfaitement comprendre que le gouvernement ait pris des mesures très particulières pour la pandémie, mais ce n'est pas une raison pour accepter des surveillances des rues par les drones, pour accepter de sortir uniquement avec des autorisations, etc., etc. Ça n'était que pour un temps. Il faut impérativement que notre sens des libertés reprenne le dessus. Vous savez que dans toutes les lois proposées par le gouvernement ces temps-ci au Parlement, pas une seule fois n'y figure le mot de liberté. Et c'est très symptomatique. Je rebondis sur les drones qui nous surveillent. Comment est-ce qu'on fait quand les drones continuent à nous surveiller, alors même que le Conseil d'État avait statué en disant que c'était illégal de le faire? Je veux dire, c'est-à-dire qu'on a quand même des instances qui, à des moments, disent stop, et pourtant, manif après manif, il y a toujours des drones qui survolent, par exemple, des manifestants à Paris. Il y a une tendance détestable de ce gouvernement à passer outre les décisions de justice. Le Conseil d'État avait été saisi par la Quadrature du Net, l'association de défense des libertés dans le monde numérique. Et je veux souligner l'importance des associations dans notre débat démocratique. Bon. Le Conseil d'État a rendu une décision remarquable qui faisait interdiction au préfet de police de Paris d'utiliser ces drones pour identifier des personnes, être trop près des rues, uniquement un survol général pour permettre à l'état-major d'orienter ses troupes ici ou là. Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police ont continué, ils ont été à nouveau condamnés. Ils ont fait passer dans la loi sécurité au global la possibilité d'usage de ces drones et le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition comme ne respectant pas assez la vie privée des gens, n'étant pas suffisamment proportionnée aux nécessités de l'ordre public. Donc vous voyez, nous avons une dialectique permanente. Ça n'est pas simple, la gouvernance d'une démocratie. Moi, je dis qu'à chacun sa fonction. Le pouvoir exécutif fait ce qu'il pense devoir faire. Le Parlement, je souhaiterais qu'il garde son esprit de discussion, de contestation, qu'il joue pleinement son rôle. Mais une fois une loi votée, nous avons le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme, et ce sont des instances qui jouent leur rôle de contre-pouvoir pour garantir les libertés fondamentales contre un pouvoir politique abusif. Voilà la règle du jeu. Alors, en parlant justement d'institutions et de Conseil d'État, on a quand même une raison de se réjouir aujourd'hui, puisque le Conseil d'État a annulé 4 points du nouveau schéma de maintien de l'ordre qu'avait présenté Gérald Darmanin il y a quelques mois. Il était d'ailleurs saisi par des associations, des syndicats. Le Conseil d'État a retoqué l'encerclement des manifestants, à ce qu'on appelle le nassage, interdit également l'obligation de dispersion des journalistes lorsqu'il y a encore un attroupement dans une manifestation. Donc, Dieu merci, on a encore le droit de faire notre travail un peu comme on veut. L'obligation d'avoir une accréditation pour accéder à des infos en temps réel, et retoquer également le fait d'imposer des conditions au port de protection par les journalistes. Est-ce que c'est rassurant ? Oui, nous avons eu affaire à une politique du ministre de l'Intérieur, des deux ministres de l'Intérieur, Christophe Castaner et Gérald Darmanin,
et du préfet de police, M. Lallemand. Et entendons-nous bien, je ne fais pas de procès d'intention à personne. J'observe les faits, les pratiques des uns et des autres, et nous sommes en droit ici à Mediapart, à l'Air Libre, de les discuter, de les contester. Bon, moi je pense qu'il y a une rupture dans la pratique du maintien de l'ordre face aux manifestations des Gilets jaunes à partir du mois de janvier-février 2020. Et la police a reçu ordre de résister, de frapper, pour dissuader finalement les gens de venir manifester, de s'agglomérer à des manifestations qui, il est vrai, étaient violentes, infestées par les Black Blocs notamment. Le résultat, c'est que nous avons assisté, on le voit tous les jours sur les vidéos, à des matraquages excessifs. Nous avons eu plus de 30 personnes éborgnées ou amputées d'une main. C'est inadmissible. Il y a donc une disproportion des armes employées, de la violence utilisée. Il faut revenir à beaucoup plus de raisons. Quand je pense que le préfet Lallemand se compare au général Gallifet, qui était le massacreur de la commune, j'ai peur. Donc cette décision du Conseil d'État est très importante, parce que, prenons les choses là aussi, voyez bien comment ça fonctionne un état de droit. La Cour de cassation avait été saisie par des plaideurs, des gens, des avocats, de cette pratique de nassage. Et elle a transmis au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité, comme on l'appelle, pour dire que ce n'était pas légal. Je veux dire que les juges de la Cour de cassation sont aussi austères que compétents. Ils ont considéré que cette pratique de maintien de l'ordre portait une très grave atteinte, en fait, à la paix publique, à la démocratie, à la liberté de manifester. Le Conseil constitutionnel a dit, bon, ça, c'est pas au niveau constitutionnel. Soit, nous avons le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l'homme, donc là encore, la force des syndicats, des associations, qui saisissent le Conseil d'État pour faire annuler le plan de maintien de l'ordre du ministère de l'Intérieur de septembre 2020. Et le Conseil d'État, vous venez de le dire, donne raison sur toute la ligne à ce qui lui était demandé. Le nassage est interdit. Les journalistes ont le droit de rester sur place lorsqu'une manifestation est dispersée. C'est essentiel. Ils n'ont absolument pas l'obligation d'être accrédités. C'est ce que souhaitait le ministre de l'Intérieur. On rêve ou quoi? Il faudrait que les journalistes soient tous enrôlés dans une sorte de brigade de la presse. Tarabouaf serait à ce moment-là en grande difficulté pour exercer son métier de journaliste comme il l'entend. Je veux dire, la liberté ne se discute pas. Nous, au barreau, je suis avocat, on a la liberté d'exercer comme on l'entend. Vous, journaliste, vous devez l'exercer, votre métier, comme vous l'entendez, sans se faire dicter une façon de faire par le ministre de l'Intérieur. Je reviens encore au Conseil d'État qui, là, nous a donné une occasion de nous réjouir, mais on a quand même eu l'impression pendant un an, et là je parle vraiment de la période pandémie, que le Conseil d'État a validé à peu près toutes les mesures de restriction des libertés prises par le gouvernement, l'exécutif, dans le cadre de l'état d'urgence. Donc vraiment des décisions très importantes qui ne passaient pas nécessairement devant le Parlement, etc. Et que donc ce Conseil d'État a été une sorte de chambre d'enregistrement des mesures d'exception au droit commun. Mais c'est vrai, vous avez raison. Est-ce qu'il n'a pas été un peu anesthésié? Est-ce que, comme vous l'écrivez là, chronique d'une accoutumance, le Conseil d'État s'est pas accoutumé à cet état d'urgence sanitaire? Le Conseil d'État a été très, très, très critiqué par des professeurs de droit, des avocats et même des magistrats, parce qu'il avait renoué à ce qu'il appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. Par temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. C'était pendant la Première Guerre mondiale qu'il a développé cette jurisprudence. Et voyez-vous, par exemple, en matière de détention provisoire des personnes qui ne sont pas encore jugées, mais qui sont incarcérées, c'est la Cour de cassation qui a décidé que la politique du gouvernement et du ministère de la Justice n'était pas valable. Et le Conseil d'État, lui, avait dit aucun problème. Donc, on voit bien qu'il y a une compétition, un challenge entre la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Et moi, je trouve ça extrêmement stimulant. D'apparence, notre état de droit, il est un peu compliqué. Mais est-ce que le Conseil d'État, il n'a pas raté une occasion de... Mais il s'est rattrapé avec les drones. Il se rattrape encore aujourd'hui avec la politique du ministère de l'Intérieur. Ok, donc c'est bon, du coup. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur décisif pour dire là c'est bien, là c'est pas bien. Je raconte l'histoire telle qu'elle se passe et voilà, tout le monde a des vagues, des hauts et des bas. Alors, parlons de notre ministre qui est un de vos confrères. Éric Dupond-Moretti. Ex-confrère. Ex-confrère, en tout cas jusqu'à la fin de son mandat. Peut-être qu'il deviendra votre confrère. On ne sait pas. Je vois que vous faites la moue. C'est comme ça, il est avocat. Donc, Éric Dupond-Moretti, la justice est critiquée par celui qui la représente. Le ministre Éric Dupond-Moretti, lui-même donc avocat de formation. On a aussi entendu le problème de la police et la justice dans une manifestation des syndicats de police le 19 mai dernier. On a le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui suggérait même de faire contrôler les juges par les policiers. Mais quelle honte. Est-ce que s'en prendre à la justice, c'est affaiblir notre démocratie? Oui, bien sûr. Moi, je pense que la nomination
nomination d'Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice s'annonçait être catastrophique. On n'est pas déçus. Parce que il a un problème de comportement. Comme en cour d'assises, il est brutal et grossier. Au Parlement, Laurence Rossignol, Hugo Benalicis se sont plaints de son attitude. Terroriser les gens, c'est franchement pas une attitude correcte. Bon, il a un problème de compétence. Écoutez, tous ces textes ont été recalés. Il a voulu faire voter la loi sur le bracelet électronique des détenus pour terrorisme libérés, alors que lui-même avait défendu un terroriste auquel s'appliquerait cette disposition, conflit d'intérêts, passons, recalé par le Conseil constitutionnel. En plein procès de Charlie Hebdo, il a voulu que le procès se poursuive par visioconférence, recalé par le Conseil d'État. Nous allons voir ce que dira le Conseil constitutionnel de sa loi sur la confiance dans la justice, dont plusieurs dispositions posent de réels problèmes, notamment en matière de poursuite de corruption. Par exemple. Alors développer sur la corruption, c'est un sujet qui nous passionne. Mais oui, c'est extrêmement important. Écoutez, c'est vrai que les enquêtes de police sont trop longues. Bon, mais vouloir les limiter à 2 années de la façon que cette loi voudrait l'imposer, et saisir au bout de 2 années un juge d'instruction, d'après les meilleurs spécialistes, et je pense notamment M. Golds-Lagier, qui est magistrat, qui a écrit une étude remarquable sur le sujet, c'est destiné à étouffer la justice financière. D'accord ? Et pourquoi est-ce que Éric Dupond-Moretti voudrait étouffer la justice financière ? Je pense qu'à lui de s'exprimer sur ses idées profondes. Moi, je ne lui prête pas plus de théorie à l'esprit que ça. Je pense que c'est assez impulsif, c'est assez une méthode de défense de sa façon de voir les choses. Je pense qu'il ne maîtrise pas tout. Toujours est-il que ce texte-là, c'est objectif, n'est-ce pas ? Représente un véritable danger. Je n'exclus pas que le Conseil constitutionnel juge cette disposition précise inconstitutionnelle comme contraire à l'objectif constitutionnel de répression des crimes et délits, d'une bonne répression des crimes et délits. Donc nous sommes face à un ministre de la Justice qui présente des lois qui sont celles-ci, que je viens de décrire, et qui en plus menace les magistrats en permanence. Il a traité les magistrats du parquet national financier de barbouzes. Bon, moi, j'ai la confiance de l'un de ces magistrats, Patrice Amar, que je défends avec ma consoeur Marie Lhéritier, qui se voit poursuivi sur la base de fautes totalement inexistantes. Alors, il faut qu'on explique. Patrice Amar, c'est un procureur du parquet national financier, qu'Éric Dupond-Moretti, avocat, contre lequel Éric Dupond-Moretti, avocat, s'est plaint. Puis, plainte qu'il a retirée en devenant ministre, si jusque-là je ne dis pas de bêtises. Je résume. Et derrière, il a à nouveau intenté une enquête disciplinaire. Exactement, c'est-à-dire qu'il poursuit comme ministre ces petites batailles d'avocats. Ça s'appelle un conflit. Devant la Cour de justice. Voilà, ça s'appelle un conflit d'intérêts, d'où les plaintes déposées par les 2 syndicats de magistrats, syndicat de la magistrature et Union syndicale des magistrats devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, autrement dit conflit d'intérêt. Il a fait une erreur là, Éric Dupond-Moretti. Il a fait plus qu'une erreur, excusez-moi, c'est un délit. C'est plus qu'un délit. De la part d'un ministre, c'est un abus de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, moi je dis qu'il n'y a pas d'autre solution pour sortir de cette impasse dans laquelle il s'est fourré que sa démission. Je le dis bien clairement, c'est mon point de vue, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai même écrit. Donc il doit je pense que c'est une impasse et que pour renouer le dialogue avec les magistrats, franchement, il faut qu'il se retire. Il y a au Parlement des députés, des sénateurs qui sont d'excellents connaisseurs depuis des années et des années de la justice, de la police, des questions de liberté. Mais c'est parmi eux et elles qu'il faut choisir un garde des Sceaux, c'est une évidence. Vous avez achevé l'écriture du livre le 31 décembre 2020. Vous parlez des postures martiales de Castex, Darmanin, Dupond-Moretti. Et vous écrivez « On les devinait tous les 3 obéir aux directives de leur général en chef, le président Macron, pour lequel ces postures martiales n'étaient que les éléments tactiques d'une stratégie de campagne électorale privilégiant avec cynisme la manœuvre au principe ». Est-ce que c'est si sûr ? C'est-à-dire, en voulant prêter à Macron cette droitisation extrême en termes tactiques ou stratégiques plutôt qu'en termes idéologiques, est-ce que c'est pas déjà le dédouaner un peu ? Écoutez, d'abord, je trouve que c'est très bien écrit, très bien dit, mais surtout, je pense que ça décrit... Oui, vous savez, la modestie au barreau, ça fait 2. Oui, c'est pas... Et alors, donc, je pense que le président Macron, pour lequel j'avais plutôt un attrait, eh bien, m'a déçu, mais comme bien d'autres,
parce que plutôt que de mener une politique avec des idéaux démocratiques, le voilà qui veut préempter les thèmes de droite des Républicains du Rassemblement national pour ne pas perdre les élections. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de honte à perdre une élection. L'important, c'est d'être fidèle aux idées que l'on veut promouvoir. Emprunter celles des autres pour leur voler la victoire, franchement, je trouve ça un peu tordu. Eh ben, le message est passé. Merci François Saint-Pierre. Merci à vous. Vous publiez chez Odile Jacob Un pays qui voudrait rester libre, chronique d'une accoutumance sécuritaire. Tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petite séance de rattrapage. David Perrotin s'est rendu hier au tribunal de grande instance de Paris où le journaliste Taha Bouaf s'était jugé pour avoir appelé la déléguée nationale du syndicat de police Unité SGPF Olinda Kebab, je cite, d'arabe de service, un procès pour racisme qui est vite devenu un procès politique. De son côté, Laurent Mauduit a enquêté sur le fonds de dotation pour une presse indépendante qu'a offert le milliardaire Patrick Drahi, patron de SFR au quotidien Libération. Un geste noble qui présente au moins 2 problèmes. La structure créée pourrait contrevenir aux règles fiscales et le montant de la réduction d'impôt espérée par SFR aurait été massivement gonflé. Direction la Corse, enfin, à l'occasion de l'ouverture à Bastia du procès du féminicide de Julie Douib en 2019. Clara Marteau revient sur ce MeToo Corse, le mouvement IWAS, un mouvement qui a encouragé les jeunes générations à dénoncer les violences sexistes sur l'île. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi, même heure, même endroit. Merci à la rédaction de Mediapart, d'À l'air libre et grand merci à l'équipe technique qui permet chaque jour de faire cette émission. Lundi, c'est Mathieu Magnodex aux commandes. D'ici là, ne manquez pas demain l'entretien d'Antoine Perrault avec l'écrivain Mathieu Nyongo pour son roman d'anticipation La dignité des ombres. Samedi, un documentaire signé Gérard Mordia et Nicolas Philibert, La voix de son maître. Une douzaine d'interviews de grands patrons français réalisées au milieu des années 70. Ils y parlent de l'entreprise, de leur rêve d'entreprise, de leur rôle de patron. Tout sourire, dans des allures à la Giscard et sous une image doucement sarcastique. Et puis dimanche, l'entretien de Jade Lingard sur les alliances possibles au sein du vivant avec Léna Ballot et Antoine Chopeau, auteur du livre « Nous ne sommes pas seuls au seuil ». Bonne soirée, bon week-end, salut!